Histoire Les trois princes enchantés. Il était une fois le roi de Greenbank avait 3 filles, qui étaient de parfaits joyaux, dont 3 fils du roi de Fairmeadow étaient désespérément amoureux. Mais ces princes ayant été changés en animaux par le charme d'une fée, le roi de Greenbank dédaigna de leur donner ses filles pour épouses. Sur quoi le premier, qui était un beau faucon, convoqua tous les oiseaux en conseil. Et voici les pinsons, les mésanges, les piques, les mouches, les geais, les merles, les coucous, les grives et toutes les autres espèces d'oiseaux. Et quand ils furent tous rassemblés à sa convocation, il leur ordonna de détruire toutes les fleurs des arbres de Greenbank, afin qu'il n'en reste pas une fleur ni une feuille. Le second prince, qui était un cerf, appelant tous les chèvres, lapins, lièvres, hérissons et autres animaux de ce pays, dévasta tous les champs de blé, de sorte qu'il ne resta plus un seul brin d'herbe ni de maïs. Le troisième prince, qui était un dauphin, consulté 100 monstres de la mer, fit surgir une telle tempête sur la côte, qu'aucun bateau n'en échappa. Or le roi voyait que les choses allaient de mal en pis, et qu'il ne pouvait remédier au mal que causaient ces 3 amants farouches. Il résolut donc de se tirer d'affaire et résolut de leur donner ses filles pour femmes. Et là-dessus, sans vouloir ni fête ni chant, ils emportèrent leurs épouses hors du royaume. En se séparant de ses filles, la reine Granzola leur donna à chacune une bague, l'une exactement comme l'autre, en leur disant que si elles se trouvaient séparées, et qu'après un certain temps elles se reverraient ou verraient un de leurs parents, elles le feraient se reconnaître grâce à ces anneaux. Alors, prenant congé, ils partirent. Et le faucon porta Fabiella, qui était l'aînée des sœurs, au sommet d'une montagne si haute que, dépassant les limites des nuages, il arriva la tête sèche dans une région où il ne pleut jamais. Et là, la conduisant dans un plus beau palais, elle vécut comme une reine. Le cerf transporta Vasta, la seconde sœur, dans un bois si épais que les ombres, invoquées par la nuit, ne purent trouver le chemin pour l'escorter. Là, il la plaça, comme il convenait à son rang, dans une maison merveilleusement splendide avec un jardin. Le dauphin nagea avec Rita, la 3e sœur, sur le dos jusqu'au milieu de la mer, où, sur un gros rocher, il lui montra un manoir dans lequel 3 rois couronnés pourraient vivre. Cependant Granzola accoucha d'un beau petit garçon, qu'ils nommèrent Titon. Et quand il avait 15 ans, entendant sa mère se plaindre continuellement de n'avoir jamais eu de nouvelles de ses 3 filles, mariées à 3 animaux, il s'avisa de parcourir le monde jusqu'à ce qu'il obtienne de leurs nouvelles. Après avoir longuement prié et supplié son père et sa mère, ils lui accordèrent la permission, lui demandant de prendre pour ses compagnons de route tout ce qui était nécessaire et convenable à un prince. Et la reine lui offrit également une autre bague semblable à celle qu'elle avait offerte à ses filles. Titon poursuivit son chemin et ne laissa aucun coin de l'Italie, aucun coin de la France, ni aucune partie de l'Espagne sans être fouillé. Puis il traversa l'Angleterre, traversa la Slavonie, visita la Pologne et, en bref, voyagea à la fois vers l'Est et vers l'Ouest. Enfin, laissant tous ses domestiques, les uns dans les tavernes et les autres dans les hôpitaux, il partit sans un sou en poche, et arriva au sommet de la montagne où habitaient le faucon et Fabiella. Et tandis qu'il se tenait là, hors de lui, contemplant la beauté du palais, dont les pierres angulaires étaient en porphyre, les murs en albâtre, les fenêtres en or et les tuiles d'argent, sa sœur l'observait, et ordonnant de l'appeler, elle lui demanda qui il était,
d'où il venait et quel hasard l'avait amené dans ce pays. Lorsque Titone lui révéla son pays, son père, sa mère et son nom, Fabiella reconnut que c'était son frère, et plus encore lorsqu'elle compara la bague à son doigt avec celle que sa mère lui avait donnée. Et l'embrassant avec une grande joie, elle le cacha, craignant que son mari ne se fâche quand il rentrerait chez lui. Dès que le faucon rentra à la maison, Fabiella commença à lui dire qu'elle avait eu un grand désir de voir ses parents. Et le faucon répondit: « Laisse passer ce souhait, femme. Car cela ne peut se faire que si l'humeur me prend. Laissons au moins, dit Fabiella, envoyer chercher un de mes parents pour me tenir compagnie. Et, je vous prie, qui viendra de si loin pour vous voir? Répondit le faucon. Non. Mais si quelqu'un venait, ajouta Fabiella, seriez-vous mécontent? Pourquoi devrais-je être mécontent? Dit le faucon. Il suffirait qu'il soit de votre parenté pour que je le prenne dans mon cœur. Quand Fabiella entendit cela, elle reprit courage et appelant son frère à sortir, elle le présenta au faucon, qui s'écria: 5 et 5 font 10. L'amour passe à travers le gant et l'eau à travers la botte. Toi, tu es le maître dans cette maison. Commande et fais ce que tu veux. Puis il ordonna que Titone soit servi et traité avec le même honneur que lui. Alors que Titone était resté 15 jours sur la montagne, il lui vint à l'esprit d'aller chercher ses autres sœurs. Alors prenant congé de Fabiella et de son beau-frère, le faucon lui donna une de ses plumes, en disant: « Prends ceci et apprécie-le, mon cher Titone. Car tu peux avoir un jour des ennuis, et alors tu l'estimeras. Un trésor. Assez. Prenez en bien soin, et si jamais vous rencontrez un accident, jetez-le par terre et dites: Viens ici, et vous aurez raison de me remercier. Titone enveloppa la plume dans une feuille de papier et, la mettant dans sa poche, après 1000 cérémonies, il partit. Et en parcourant un très long chemin, il arriva enfin au bois où vivait le cerf avec Vasta. Et allant, à moitié morte de faim, dans le jardin pour cueillir quelques fruits, sa sœur l'aperçut et le reconnut de la même manière que Fabiella. Puis elle présenta Titone à son mari, qui le reçut avec la plus grande amitié et le traita véritablement en prince. Au bout de 15 jours, lorsque Titone voulut partir et aller à la recherche de son autre sœur, le cerf lui donna un de ses cheveux, répétant les mêmes paroles que le faucon avait dites à propos de la plume. Et se mettant en route, avec un sac plein d'écus que le faucon lui avait donné, et autant d'autres que le cerf lui avait donné, il marcha encore et encore, jusqu'à ce qu'il arriva au bout de la terre, où, étant arrêté par la mer et ne pouvant plus marcher, il s'embarqua, avec l'intention de chercher à travers toutes les îles des nouvelles de sa sœur. Alors, partant à la voile, il alla çà et là, jusqu'à ce qu'enfin, il fut transporté vers une île où vivait le dauphin avec Rita. Et à peine eut-il débarqué, que sa sœur le vit et le reconnut de la même manière que les autres, et il fut reçu par son mari avec toute l'affection possible. Au bout d'un moment, Titone voulut repartir pour aller rendre visite à son père et à sa mère, qu'il n'avait pas vus depuis si longtemps. Alors le dauphin lui donna une de ses écailles, lui disant la même chose que les autres. Et Titone, montant à cheval, partit en voyage. Mais il avait à peine parcouru un demi-mille du bord de la mer, lorsqu'il entra dans un bois, demeure de la peur et des ombres, où se tenait une foire continuelle d'obscurité et de terreur. Il trouva une grande tour au milieu d'un lac, dont les eaux baisaient les pieds des arbres et les suppliaient de ne pas laisser le soleil être témoin de leur farce.
À une fenêtre de la tour, Titon aperçut une très belle jeune fille assise au pied d'un hideux dragon qui dormait. Quand la jeune fille aperçut Titon, elle dit d'une voix basse et pitoyable: « Ô noble jeune homme, envoyé peut-être par le ciel pour me consoler dans mes misères en ce lieu où l'on ne voit jamais la face d'un chrétien, délivre-moi du pouvoir de ce serpent tyrannique, qui m'a enlevé à mon père, le roi de Bright Valley, et m'a enfermé dans cette tour effrayante, où je dois mourir d'une mort misérable. Hélas, ma belle dame, répondit Titon, que puis-je faire pour te servir? Qui peut passer ce lac? Qui peut gravir cette tour? Qui peut s'approcher de cet horrible dragon, qui porte la terreur dans son regard, sème la peur et fait surgir le désarroi? Attendez une minute, et nous trouverons un moyen, avec l'aide d'un autre, de chasser ce serpent. Pas à pas, plus on est pressé, moins on est vite. Nous verrons bientôt si c'est un œuf ou du vent. Et en disant cela, il jeta par terre la plume, les cheveux et l'écaille que ses beaux-frères lui avaient donnés, en s'écriant: « Viens ici, viens ici. » Et tombant sur la terre comme les gouttes de pluie d'été qui font jaillir les grenouilles, soudain apparurent le faucon, le cerf et le dauphin, qui crièrent tous ensemble: « Nous voici ici. Quels sont vos ordres? » Quand Titon vit cela, il dit avec une grande joie: « Je ne souhaite rien d'autre que libérer cette pauvre demoiselle des griffes de ce dragon, l'éloigner de cette tour, tout mettre en ruine et porter cette belle dame à la maison avec moi comme épouse. Faire taire, » répondit le faucon, car le haricot pousse là où on l'attend le moins. Nous le ferons bientôt danser avec 6 deniers, et veillerons bien à ce qu'il ait assez peu de terre. Ne perdons pas de temps, dit le cerf. Les ennuis et les macaronis sont avalés chauds. Le faucon appela donc un grand troupeau de griffons qui, volant jusqu'à la fenêtre de la tour, enlevèrent la demoiselle et la transportèrent au-dessus du lac jusqu'à l'endroit où se tenait Titon avec ses 3 beaux-frères. Et si de loin elle apparaissait comme une lune, croyez-moi, de près elle ressemblait vraiment à un soleil, tant elle était belle. Pendant que Titon l'embrassait et lui disait combien il l'aimait, le dragon se réveilla. Et, se précipitant par la fenêtre, il traversa le lac à la nage pour dévorer Titon. Mais le cerf appela aussitôt un escadron de lions, de tigres, de panthères, d'ours et de chats sauvages, qui, tombant sur le dragon, le déchirèrent de leurs griffes. Alors Titon souhaitant partir, le dauphin dit: « Je désire également faire quelque chose pour vous servir. Et pour qu'il ne reste aucune trace de ce lieu effrayant et maudit, il fit monter la mer si haut que, débordant de ses limites, elle attaqua furieusement la tour et la renversa jusqu'à ses fondations. Lorsque Titon vit ces choses, il remercia les animaux de la meilleure manière qu'il put, disant en même temps à la demoiselle qu'elle devait le faire aussi, car c'était grâce à leur aide qu'elle avait échappé au péril. Mais les animaux répondirent: « Non, nous devrions plutôt remercier cette belle dame, puisqu'elle est le moyen de nous redonner notre forme. Car un sortilège nous a été jeté à notre naissance, causé par le fait que notre mère avait offensé une fée. Et nous avons été obligés de rester sous forme d'animaux jusqu'à ce que nous ayons délivré la fille d'un roi d'un grand malheur. Et voici maintenant que le moment que nous avons tant désiré est arrivé. Le fruit est mûr et nous sentons déjà un nouvel esprit dans nos seins, du sang neuf dans nos veines. » En disant cela, ils furent transformés en 3 beaux jeunes gens, et l'un après l'autre ils embrassèrent leur beau-frère et serraient la main de la dame, qui était dans une extase de joie. Quand Titon vit cela, il fut sur le point de s'évanouir.
Et poussant un profond soupir, il dit: Ô Dieu! Pourquoi mon père et ma mère n'ont-ils pas part à ce bonheur? Ils seraient fous de joie s'ils voyaient des gendres si gracieux et si beaux devant leurs enfants. Non, répondirent les princes, il ne fait pas encore nuit. La honte de nous voir ainsi transformés nous a obligés à fuir la vue des hommes. Mais maintenant que, Dieu merci, nous pouvons réapparaître au monde, nous le ferons tous. Allons vivre avec nos femmes sous un même toit, et passons notre vie joyeusement. Partons donc sur le champ, et avant que le soleil de demain matin déballe les bottes de ses rayons à la douane de l'Est, nos femmes sera avec toi. En disant cela, pour ne pas avoir à aller à pied, car il n'y avait qu'une vieille jument en panne que Titon avait amenée, les frères firent paraître un très beau carrosse, tiré par 6 lions, dans lequel ils tous les 5 se sont assis. Et après avoir voyagé toute la journée, ils arrivèrent le soir dans une taverne, où, pendant que le souper se préparait, ils passèrent le temps à lire toutes les preuves de l'ignorance des hommes qui étaient griffonnés sur les murs. Enfin, quand tous eurent mangé à leur faim et se retirèrent pour se reposer, les 3 jeunes gens, feignant de se coucher, sortirent et se promenèrent toute la nuit, jusqu'au matin, lorsque les étoiles, comme des jeunes filles timides, se retirèrent de la regard du soleil, ils se trouvèrent dans la même auberge avec leurs femmes, après quoi il y eut une grande accolade et une joie au-delà des au-delà. Puis ils s'assirent tous les 8 dans le même carrosse, et après un long voyage arrivèrent à Green Bank, où ils furent reçus avec une affection incroyable par le roi et la reine, qui non seulement avaient regagné le capital de 4 enfants, qu'ils considéraient comme perdus, mais aussi l'intérêt de 3 gendres et d'une belle-fille, qui étaient en vérité 4 colonnes du temple de la beauté. Et lorsque la nouvelle des aventures de leurs enfants fut portée au roi de Fairmeadow et de Bright Valley, ils vinrent tous deux au festin qui était organisé, ajoutant le riche ingrédient de la joie à la bouillie de leur satisfaction, et recevant une pleine récompense pour tous leurs malheurs passés. Car une heure de joie dissipe les soucis et les souffrances de 1000 ans. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.